Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à Sébikotane, à plus de 50 km de Dakar, la capitale sénégalaise, pour vous faire découvrir les taux-lookers. Il s'agit de forêts nourricières et médicinales qui sont sorties de terre grâce à un programme de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte du Sénégal. En première partie d'émission, vous saurez donc comment ce projet révolutionne-t-il la vie des habitants de Sébikotane, quel est l'impact de ces forêts nourricières et médicinales sur l'environnement, mais aussi quel est leur rôle dans la lutte contre la déforestation. Et pour en parler sur ce plateau, nous serons en deuxième partie d'émission avec Madame Karine Fakouri, directrice des écovillages et des filières vertes à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Madame Fakouri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir sur ce plateau. Et merci à vous, mais tout de suite place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Boudian. Sébikotane, la dernière commune à la sortie de Dakar, est située à 52 km de la capitale sénégalaise. C'est dans cet endroit calme que nous trouvons une des sentinelles de taux-lookers. Il s'agit de forêts nourricières et médicinales à domicile. Un projet de l'Agence de reforestation et de la Grande Muraille Verte. L'objectif est de renforcer l'autosuffisance des villages tout en luttant contre la déforestation. Nous sommes aujourd'hui tous des sentinelles de taux-lookers, tout simplement déjà par la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, parce que nous allons appuyer justement à travers la RSE, nous allons appuyer la reforestation, le reboisement du Sénégal, et connaissant l'urgence climatique et aussi l'urgence avec le Covid-19, M. Haïdar El Ali a jugé qu'il fallait repartir vers l'autosuffisance alimentaire. Quand son entreprise s'installait dans la zone, seul cet arbre y était. Aujourd'hui, le site a changé de visage grâce à sa vision. C'est un sol qui était très dégradé, un sol qu'on qualifiait même de sol lunaire, calcaire blanc, vraiment hostile à la vie. Et aujourd'hui, en ramenant les arbres, on a ramené aussi la nature avec elle, les papillons, les insectes, les abeilles, même des mammifères, des petits rats, des reptiles, des oiseaux, qui sont essentiels d'ailleurs pour les arbres. Parce que si les arbres fabriquent des fruits, c'est pour que ces fruits attirent les oiseaux et les autres animaux qui vont manger ces fruits et qui vont disperser les noyaux ailleurs dans la nature. Le pari est de faire partir de cette pépinière 1 million d'arbres chaque année pour couvrir tout le Sénégal. Et tous ces arbres-là sont, d'une part, la plupart donc plantés par semences de graines, et une autre partie sont les cocotiers donc, qui sont au fond, qui sont importés de Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la régénération naturelle des noix de coco se fait naturellement. Et donc la nature est très généreuse encore là-bas. Et donc ces germes de cocotiers sont récupérés et envoyés donc, à l'agence de reforestation pour le reboisement de la Grande Muraille Verte. Et bien sûr remis aussi à des associations, des bonnes volontés. La visite guidée commence. Ici, la préparation du prochain hivernage est en cours avec la mise en place des premières graines. Puisque la pluviométrie y est basse du fait de la position géographique du lieu, les arbres locaux sont privilégiés. Donc ce sont des arbres qui déjà par nature vont résister à un stress hydrique pendant l'année, pendant la sécheresse, la période de sécheresse, et donc ils vont pouvoir mieux tenir et mieux se proliférer dans la région. Par exemple, là on a le cad ou Federbia albida, qui est un arbre essentiel pour les savanes africaines, parce que cet arbre-là, il a la faculté de fertiliser les sols. En saison d'hivernage, il va perdre toutes ses feuilles, et ces feuilles-là sont faites d'azote. Elles vont permettre d'apporter à la forêt un apport d'azote. Donc il va nourrir, il va être le Mère Teresa de la forêt, il va donner de l'azote à tous les arbres qui sont autour, qui eux vont se nourrir de cet azote-là et fabriquer des fruits. Et lui, il va être leur hôte, il va être accepté parce qu'il les nourrit. Et en contrepartie, pendant la saison sèche, ce sont les autres arbres qui vont perdre leurs feuilles et c'est lui qui va profiter de cela. Là on a, et là-bas, on a les fromagers aussi. Donc le fromager qui est un très grand arbre qui prend des dizaines et des dizaines d'années à pousser.
et qui, étant petit, va fabriquer des épines qu'il va perdre à l'âge adulte. Et lui est intelligent parce qu'en fabriquant ces épines-là, il va empêcher le bétail au maximum de le brouter et donc de le tuer. Et une fois à l'âge adulte, il va donc perdre ses épines. Là, on a un arbre, par exemple, qui est très essentiel parce qu'il existait beaucoup sur le littoral sénégalais et qui a beaucoup disparu ces dernières années. C'est le spésia. C'est un arbre qui est de la famille des figuiers, qui résiste très bien à l'embrun marin et à la salinité des sols. Et donc cet arbre-là, on l'a retrouvé il y a quelques mois. Et on a récupéré ces graines et aujourd'hui c'est un succès, on les a fait pousser et on est en train de les utiliser pour le reboisement du littoral sénégalais. Okay. Donc on donne beaucoup de respect pour les arbres et ils sont à donner. Mam Amadou est venu du nord du pays pour y voir plus clair. En ce moment, nous sommes en train de vouloir faire le maximum de nous-mêmes pour qu'il y ait de la verdure au niveau de Saint-Louis. Quand j'ai échangé avec le directeur, il a été vraiment content de me recevoir et de me dire que c'est Dieu qui m'a même amené envers lui, disant qu'il veut que les gens comme ça, qui passent leur temps à voir comment faire pour au moins qu'il y ait de la verdure au niveau des régions. Parce qu'en ce moment, comme vous le voyez, là où vous partez, les gens sont en train de faire tomber les arbres et tout. Donc c'est de notre devoir de reboiser un peu plus pour avoir de la verdure. Tous les jours, il y a des levées dans la pépinière où sont aussi mises en gaine des anacardiers de Casamance, des mimosas, des passiflores, fruits de la passion, entre autres. Riyad et son équipe déplacent et replantent très souvent des arbres à l'image de ce manguier, quitte à payer ceux qui veulent les abattre. Je me rappelle, je suis venu un jour, j'ai parlé avec mon ami qui travaille à l'intérieur. Il m'avait dit que nous avons une pépinière, il y a des vieux qui sont là et nous voulons quelqu'un qui s'active dans le domaine et qui a fait les études. Bon, je suis venu, après je me suis présenté avec le directeur, il m'a recruté. Vraiment, depuis ce jour, je suis là, je travaille avec passion, j'aime ce que je fais. Riyad est le vice-président de l'association Océanium. Depuis ses 4 ou 5 ans, l'homme, aujourd'hui âgé de 39 ans, a développé une passion très forte pour les nuages, les orages et le ciel de façon générale, au point d'être la risée de ses amis à l'école. J'ai passé toute mon enfance, tous les hivernages, à regarder le ciel sénégalais pour comprendre qu'est-ce qui amenait la pluie et s'il y avait des signes qui se faisaient dans le ciel pour amener la pluie. Et effectivement, je trouvais qu'il y avait des signes que je notais dans un cahier et je donnais des noms à ces nuages-là jusqu'à l'arrivée d'Internet dans les années 98-2000 où je suis rentré sur Google et j'ai demandé au moteur de recherche des informations sur la météorologie qui m'ont vraiment beaucoup fait plaisir parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de corrélations entre ce que les scientifiques disaient et mes propres théories sur le ciel. Et j'ai appris que les nuages avaient effectivement un nom, des noms latins comme Altocumulus, Cirrus, Cumulonimbus, etc. Et que moi je nommais roi des nuages, prince des nuages, papa des nuages. Donc j'avais un peu compris qu'il y avait différentes espèces de nuages. Son groupe Facebook, la météo dakaroise de Riyad, une page non officielle, à titre indicatif et par loisir, a été créée il y a 7 ans. Elle compte près de 17 000 followers. Un matin, d'il y a 2 ans, je me suis levé et j'ai dit je vais partir aujourd'hui en Casamance et je vais partir chercher un monsieur qui s'appelle Monsieur Haïdar El Ali, très connu mondialement, qui fait partie des 50 écologistes les plus influents de la planète. Et donc j'ai pris mon avion, je suis arrivé à Ziguinchor et je suis parti à la recherche de Monsieur Haïdar que j'ai rencontré le jour même. On a beaucoup échangé ensemble et il m'a posé énormément de questions concernant la pluie et je lui en ai posé énormément concernant la nature et les arbres et il m'a proposé de faire un tour dans la réserve sylvopastorale du Sine Saloum pour me rendre compte justement d'un problème grave. C'est un problème de déforestation qui n'est pas normal, qui se fait de par du braconnage. Et donc je me suis rendu compte sur place qu'il y avait énormément de points de carbonisation des forêts qu'on transformait sur place en charbon de bois et qu'on mettait dans des camions qu'on appelle ici des wopouya qui traversaient des sentiers créés par ces camions-là dans la forêt de manière à pouvoir se faufiler et échapper au service des eaux et forêts et les acheminer vers des dépôts clandestins. Alors j'en ai pleuré. Avec tous ces éléments, se taire, c'est être complice, se convainc-il.
L'homme qui a la tête dans les nuages et qui chuchote à leurs oreilles s'est promis de rendre à la terre ce qu'elle lui donne, et ce, malgré un agenda surchargé. Ce qu'on a surtout cherché à faire, c'est pouvoir faire briller l'esprit de chaque personne dans le Sénégal, pour que toutes les associations environnementales, toute personne qui va comprendre la détresse puisse venir s'allier à la cause et pouvoir reverdir rapidement le Sénégal de manière à retrouver une autosuffisance alimentaire, surtout en ce moment avec le Covid-19 qui nous a tous handicapés avec des masques. Juste après la pépinière, Riyad a fait planter une forêt d'eucalyptus il y a 3 ans et demi. L'objectif est d'aider à la régénération des sols. Je sais que l'eucalyptus, généralement, les gens disent que l'eucalyptus est toxique, etc. Mais moi, j'ai voulu montrer que non, que l'eucalyptus pouvait très bien vivre avec d'autres espèces. Et donc, j'ai créé une forêt d'eucalyptus et montrer que l'eucalyptus, en cas de détresse aussi de sol, il peut arriver à régénérer les sols. Et ce sol était un sol qui était blanc, comme vous avez vu tantôt plus loin. Et en 3 ans, avec donc la matière sèche qui est tombée et qu'on a laissée, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire ensuite. C'est qu'on a vu que le sol avait complètement changé de couleur. Et là, le sol est redevenu noir. Donc ça veut dire que c'est un sol qui est habité par des micro-organismes qui vont travailler la matière sèche, organique, qui vont la refaire descendre et qui vont reminéraliser le sol. Et on sait que les arbres vivent de 2 sources importantes, la photosynthèse, donc la lumière, l'énergie solaire, et les énergies qui vont puiser de leurs racines donc au sol. Et ces énergies-là, elles viennent donc des minéraux qui sont essentiels à la vie des arbres. On est sous les arbres, on est dans un écosystème qui nous a permis d'économiser 3 degrés de fraîcheur tout de suite à quelques mètres de l'extérieur. Donc comme quoi c'est très essentiel d'avoir des forêts en ville et partout. Quelques mètres plus loin, une ancienne carrière transformée en bassin de rétention se découvre. Elle permet de récupérer toutes les eaux de pluie venant du nord-est et de protéger aussi les habitations du sud-ouest. C'est de l'eau de pluie, de l'eau propre. Regardez comme elle est bien belle. Et c'est de l'eau, et c'est un petit lac qui est fréquenté par des espèces d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux, des oiseaux migrateurs, des oiseaux endémiques du Sénégal, mais aussi des reptiles comme les tortues. Et nous avons même retrouvé des poissons à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc, on s'est donné l'espoir de pouvoir protéger cette zone, d'en faire une petite réserve naturelle et pourquoi pas, plus tard, de pouvoir en faire dans tous les bassins de rétention qu'il y a dans la région de Dakar, parce qu'il y en a beaucoup qui sont créés aussi pour justement canaliser les eaux autour des habitations et des grands quartiers. Donc pourquoi pas redonner la nature là où elle y était avant, où elle n'y est plus, qui va permettre justement de dépolluer ces bassins de rétention-là, de pouvoir y intégrer des espèces de poissons. Toujours dans la commune de Sébikotane, les habitants du village de Belvédère accueillent le parrain de leur jardin nourricier, aussi appelé Tolucœur, les bras ouverts. Grâce à cette initiative, ils peuvent s'auto-alimenter et s'auto-soigner in situ. Ça vient, ouais, c'est une tomate d'Omboro. Le kilo, combien il coûte maintenant au marché le kilo? 5 000. Hein? 5 000. Et le kilo de piment, c'est 5 000 francs. Le Tolucœur est installé aux abords d'un cours d'eau saisonnier et géré par ce consultant en gestion comptabilité. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous, ici, nous avons des aubergines, du piment, de la salade, des arbres fruitiers. À peu près, il y a une trentaine d'espèces d'arbres fruitiers. Bon, il y a aussi du piment. En 65 ans d'existence, cet homme confesse n'avoir jamais bénéficié d'une pareille initiative. Quand Riyad et ses partenaires se sont installés, ils nous ont dotés de semences agricoles. C'est un camion qui avait tout amené. Grâce à lui, nous avons même un poulailler. Nous prions beaucoup pour son succès parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la zone qui n'ont rien fait pour nous. Alors que la désertification gagne du terrain, Tolucœur est une solution tangible de reforestation au Sénégal. C'est une approche unique pour porter les stratégies inclusives et l'innovation sociétale des acteurs publics et privés au service des objectifs du développement durable en Afrique. Encore faut-il que la population s'approprie ce concept assez original.
De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Karine Fakouri, directrice des éco-villages et des filières vertes à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous venons de voir un reportage édifiant sur les touloukeurs, ces forêts nourricières et médicinales. Alors quel est le rapport dans les localités où elles sont déployées sur l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes? Merci pour cette question. Touloucœur, en fait, c'est un programme qu'il va falloir peut-être contextualiser en préambule pour vous dire qu'il est né en pleine crise du Covid. C'est un programme de la direction des écovillages, mais qui est né en pleine crise du Covid, parce qu'on s'est très vite rendu compte que pour répondre à cette crise sanitaire, nous avions des solutions écologiques très simples et très rapides dans notre pays, mais comme dans beaucoup d'autres pays africains et sur le continent de façon générale. Il s'agissait de faire la démonstration sur un terrain clôturé de 5000 m² où il y avait déjà l'accessibilité à l'eau, faire la démonstration qu'en 10 jours, nous pouvions monter un programme de forêt médicinale et nourricière avec des arbres à croissance rapide, mélangeant à peu près 1500 espèces sur un terrain donné avec un design, une figure géométrique telle que vous le voyez apparaître dans le reportage. Et pour cela, il nous fallait trouver auprès des collectivités territoriales une liste de bénéficiaires identifiés comme pouvant faire partie de ce programme en termes de formation. Et donc l'Agence sénégalaise de la reforestation a fait appel à la direction du 3FPT, qui est aussi un organisme d'État qui gère la formation professionnelle, et nous avons créé une alliance rapide pour pouvoir répondre en urgence à la crise sanitaire. Nous venons de voir la forêt nourricière de Belvédère à Sébikotane, c'est l'un des premiers du programme forêt nourricière. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Y a-t-il d'autres forêts nourricières au Sénégal? Si oui, lesquelles et dans quelles régions? Alors nous en avons dans plusieurs régions du Sénégal avec, je dirais, une qualité de terre et de sol très diversifiée, parce qu'il fallait que nous fassions l'épreuve de la démonstration de ce programme d'urgence qui se monte en 10 jours dans les différents coins du pays. Aujourd'hui, nous allons compter le 28 février sur une vingtaine de touloukeurs montés en 6 mois. Nous avons impacté 600 personnes. 600 personnes ont été formées et ont bénéficié du touloukeur. Et nous allons agréer 57 personnes officiellement, parce que touloukeur, c'est aussi en train de devenir un métier. Ces touloukeurs se présentent comme une solution de reforestation au Sénégal. Mais sur le terrain, comment se passe la collaboration avec les populations locales? Comment vous arrivez à les faire adhérer à votre projet de forêt nourricière et médicinale? Je vous remercie beaucoup de cette question, parce que jusqu'à maintenant, nous avons été très médiatisés, d'ailleurs à l'international aussi. Nous avons vraiment des demandes de partout aujourd'hui, à l'international, pour avoir des touloukeurs. Et pourtant, quand les gens viennent filmer le touloukeur, ils le filment au final. C'est-à-dire quand le projet est déjà devenu ou en train de devenir une forêt médicinale et nourricière, sans pour autant avoir dans l'œil de la caméra toute l'implication des communautés. Le succès du touloukeur vient du fait d'abord son nom, touloukeur au Sénégal, ça veut vraiment dire le champ ou la case ou l'arrière-cour de la maison, comme on retrouve dans toutes nos traditions africaines. Ça s'appelle touloukeur en Wolof, mais je pense qu'on pourra trouver l'équivalence dans tous les pays africains de ce champ de case qui est derrière la maison et qui regroupe la nourriture, les plantes médicinales ou tout ce qui va servir à créer de la souveraineté alimentaire auprès des populations. Nous allons avec eux, et nous avons avec nous un expert international qui s'appelle Aline Ndiaye, qui est sénégalais et qui a vraiment fait les preuves de l'agroécologie au Brésil fois 12 000 unités. Il est avec nous et nous allons tous ensemble, avec 5 formateurs identifiés sur le sol du Sénégal, et nous dormons, nous mangeons, nous cuisinons avec les populations, nous faisons le touloukeur avec eux, et c'est un échange de savoir-faire en fait. Nous apportons la technologie du solaire par exemple, de l'irrigation, le design mandala, tout ce qui va nous permettre de potentialiser en fait le programme avec eux, et en même temps il y a un échange de savoir parce que nous allons chercher avec eux la tradition originelle et ancestrale du touloukeur. Et le mot touloukeur en fait réveille les populations, qu'ils aient de 5 à 77 ans, voire plus. Et en cette période de pandémie, de deuxième vague de pandémie de coronavirus au Sénégal, quels sont les changements qui ont été apportés dans le déploiement de ces touloukeurs dans les régions? Il y a plusieurs mesures, des mesures de distanciation sociale, le port du masque.
qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau pour qu'elle soit déployée convenablement? Écoutez, déjà, on a eu affaire à cette difficulté depuis le début, puisque nous avons commencé les talkers, il n'y avait pas encore d'autorisation de circuler, nous en avons obtenu une spéciale. Nous caressons vraiment le vœu que le Sénégal, en fait, porte le talker en termes de politique publique et en crée un plan d'urgence. Nous prenons évidemment toutes les précautions nécessaires. Nous en profitons d'ailleurs pour donner de l'information au sujet du Covid, parce qu'en général, ils ne l'ont pas tellement. Et puis, nous renforçons en termes de prévention, en parlant de l'artémisia, de toutes ces plantes médicinales que nous mettons tout de suite, comme le moringa, à disposition des populations en faisant avec eux. Alors, nous essayons de créer de la prévention. Même si nous ne sommes pas médecins, nous pouvons en tous les cas prévenir grâce à des plantes médicinales qui, je le précise, sont dans l'innocuité pour les villages, parce qu'on n'a pas encore un collectif qui se réunit autour de ça. Et alors, nous donnons nos indications pour les tisanes, pour cette qualité nutritionnelle qui va permettre forcément de créer ce que l'OMS appelle, pour parler de la santé, le meilleur état de bien-être possible. Alors, comment ces talkers, ces forêts nourricières et médicinales, participent-elles aux objectifs de développement durable au Sénégal? Écoutez, c'est un programme qui est totalement intégré, holistique, qui répond en fait à l'impact économique, qui répond à l'impact social, qui répond à l'impact écologique et environnemental, qui répond à l'impact, qui a un impact aussi sur le plan des métiers, puisque nous créons de nouveaux métiers, sur le plan de la formation, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'implication des femmes, sur le plan de l'implication des jeunes, comme tout projet écologique qui doit prendre en compte tous ces paramètres. C'est ça qu'on appelle en fait la permaculture. Vous savez, c'est un programme de permaculture, mais qui imite la forêt pour être dans une souveraineté immédiate qui va permettre au fur et à mesure du développement de la reforestation dans le cadre du talker de quasiment plus avoir besoin de l'intervention de l'homme, parce que les espèces sont mélangées entre elles, parce qu'elles sont résilientes. Je ne vous parle pas en plus de toute la traçabilité de la semence paysanne. Voilà ce qui a changé par rapport au début. Nous avançons dans la traçabilité des semences, dans les banques de semences, et également nous avons l'appui de personnalités qui nous rejoignent et qui arrivent à nous faire parvenir des semences maraîchères biologiques parmi les meilleures au monde. Alors, comment identifie-t-on une talker? Quelle est sa particularité pour que vous la certifiez talker, forêt nourricière et médicinale? Là, vous ne me donnez pas beaucoup de minutes pour vous répondre parce qu'il y a beaucoup de critères. Il y a d'abord un critère lié aux bénéficiaires du talker, qui sont pas forcément des agriculteurs, mais ça peut être des groupements de femmes, mais ce sont des gens qui sont identifiés par les maires eux-mêmes, c'est important. Ils cooptent en fait, d'une certaine manière. Ensuite, il faut qu'il y ait un terrain, et ce terrain-là, peu importe qu'il ait déjà subi des pesticides, etc., puisque nous sommes là pour restaurer la terre et la régénérer dans le système de forêt. Mais il faut au moins une superficie de 5000 m². Il y a eu des exceptions, nous en avons à Guédiawaye, nous en avons aujourd'hui à Ouakam, parce que nous avons voulu sensibiliser les jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes qui, avec le Covid, n'étaient pas à l'université, nous ont rejoints. Et aujourd'hui, ça devient des circuits écotouristiques entre les jeunes, les talkers et les visites des différents talkers. Donc je ne pense pas que j'ai répondu tout à fait à votre question. Vous pouvez me la répéter? Alors, comment certifie-t-on une forêt nourricière et médicinale talker? La forêt elle-même? Oui. La traçabilité des semences, l'origine des semences, le design, la permaculture. Donc dans la permaculture, nous avons donc une forêt au pied de la forêt, pousse le maraîchage et l'entretien avec l'absence d'intrants chimiques. Voilà, la traçabilité des produits qui nous viennent du Sénégal, des plants notamment. Nous avons l'implication de l'abbaye de Kër Moussa qui est reconnue pour ses vertus médicinales et beaucoup d'autres qui sont en train de nous rejoindre pour qu'on puisse fournir une qualité de semences, de plants, de pédagogie aussi. Les formateurs talkers sont formés et initiés à une pédagogie très très précise qui est la notion du cercle. Et le talker se reconnaît uniquement, d'abord tout de suite, par sa figure géométrique, par son design et par ce poulailler central qui est là précisément destiné non seulement à fournir des œufs, mais à fertiliser le sol de façon naturelle. Alors, quel est le rôle des talkers dans la lutte contre la déforestation sur le continent? La guérison du sol. On a un sol qui est très très abîmé.
On a des semences maraîchères qui, ma foi, si elles ne sont pas tracées, on est garanti qu'elles sont largement modifiées, ou en tout cas, ce ne sont pas des semences qui sont forcément saines, à part peut-être le mil, mais je ne suis pas une grande experte. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on sème dans les cœurs, on sème dans l'esprit, on sème dans la terre des graines de la nouvelle conscience et du monde, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Il s'agit d'influencer positivement le monde du présent, avec tous les acteurs en présence et avec surtout le réveil des traditions ancestrales. Alors comment les populations locales arrivent-elles à bénéficier des produits issus des Tolucœurs, comme les fruits, les légumes, en fait tout cet écosystème qui est créé dans les Tolucœurs, mais aussi sur le plan médicinal, ce qui est très important. Bien sûr, je vous remercie de cette question. À la sortie, à la fin d'un Tolucœur, 5 personnes sont sélectionnées par les formateurs de formateurs, mais en partenariat avec les mairies et les collectivités locales. Et donc ces personnes-là vont devenir des incubateurs, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier d'un emploi direct qui sera, les revenus viendront, si vous voulez, des fruits et légumes du Tolucœur ainsi que des plantes médicinales. Mais la direction des écovillages, c'est vraiment créer des villages écologiques au Sénégal et ça n'est pas seulement le Tolucœur. En réalité, aujourd'hui, cela apparaît comme extraordinaire, mais ça devrait être un état naturel, la souveraineté alimentaire et médicinale sur nos sols. Donc nous avons un deuxième programme qui arrive en force, qui s'appelle Garab Sa Garab. En Wolof, ça veut dire l'arbre est ton médicament. C'est une sorte de pharmacie verte, mais je dois pour cela aussi me rapprocher du ministère de la Santé, mais aussi de tous les tradipraticiens pour répertorier avec eux des plantes qui peuvent vraiment apporter énormément, être transformées, créer notre propre pharmacie traditionnelle avec en revanche de l'innocuité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de rentrer, parce que ce n'est pas de notre compétence, dans les plantes et les arbres médicinaux que nous connaissons en Afrique, mais qui peuvent être dangereux. Je prends l'exemple du ricin qui pousse sauvagement, mais qui peut être mortel s'il est mal consommé. Voilà. Donc, nous ne sommes pas sur ces plans-là, mais nous allons donc accompagner les villages qui le souhaitent et qui vont les villages qui vont eux-mêmes, répondre aussi à certains critères pour créer ces pharmacies traditionnelles, ou sinon pour apprendre juste aux populations à sécher, à transformer les plantes, sachant que je ne suis pas certaine qu'on ait grand-chose à leur apprendre et c'est plutôt l'inverse. Donc créons aussi un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire de populations qui viendraient de l'étranger aussi apprendre de nos villageois. Merci Karine Fakouri pour cet éclairage sur les Tolucœurs, ces forêts nourricières et médicinales au Sénégal. Et nous rappelons que vous êtes directrice des éco-villages et des filières vertes à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.